Le paradoxe du don. Alors, bonjour, je me présente, je suis Nicolas Muneret et là, je vais vous expliquer, pourquoi, quand on est riche, vous avez, des difficultés à faire des dons et ce, dû à cause de la fiscalité. On va comprendre pourquoi la générosité des grandes fortunes est un défi fiscal très complexe. On va déconstruire les idées reçues. Pourquoi être riche ne rend pas les dons immédiatement, ne rend pas le don immédiat et ou gratuit. Euh, Vous allez comprendre que beaucoup de choses dans cette présentation. On va voir le mythe de la liquidité infinie. Contrairement aux croyances populaires, la fortune des ultra-riches n'est pas stockée sur un compte courant bancaire. Il y a des actifs liquides. Donc la richesse est majoritairement composée d'actions, d'immobilier ou de participations industrielles. Le besoin de cash, pour donner 1 million d'euros, il faut souvent vendre des actifs, ce qui déclenche immédiatement une taxation. Et oui, l'État français ne nous loupe pas. Donc, les trois piliers de la difficulté. Alors, le frottement fiscal initial, la vente d'actifs pour générer de la liquidité est soumise à l'imposition sur la plus-value, la flat tax. Et on va voir que le calcul, vous allez vite faire le calcul que pourquoi ça coûte si cher. Le plafond de déduction. L'État limite l'avantage fiscal à un pourcentage de revenus imposables, rendant les très gros dons plein, à plein tarif. On va voir que la complexité administrative, les structures de détention holding compliquent l'usage de réductions d'impôts personnels. L'épreuve de la liquidation. Vendre pour donner le premier coup caché. Vendre pour générer le don. Alors, pour un philanthrope, un don commence souvent par un acte taxable. Ça s'appelle la cession. Donc, vous voyez, si un donateur doit vendre des titres pour donner 100 000 euros, il doit en réalité vendre environ 1 million d'euros. Si vous devez vendre des titres pour donner 1 million d'euros, il doit en réalité vendre environ 1 430 000 actifs pour couvrir la flat tax. Donc ça lui coûte plus cher que ce que le don il veut faire. Donc, et concerner le montant net souhaité pour le don. Et conserver le montant net souhaité pour le don. Donc, ça lui coûte la moitié pour vendre, pour faire un don d'1 million. Donc, vous voyez que vous dites oui, mais les fortunés, oui, mais vous voyez comment ça fait chier en France quand même. Vous donnez la moitié, vous devez déjà vendre la moitié, vous devez déjà vendre plus de la moitié de ce que vous possédez pour faire un don d'1 million. Donc, c'est pour ça que, en fait, les riches déjà ils font pas de dons pas beaucoup de dons parce que ça leur coûte plus cher. Ensuite, bon, on va voir le coût du ticket d'entrée, la flat tax, 30% sur les plus-values. Une imposition immédiate. Avant même d'avoir signé le chèque de don, le donateur perd près d'1 tiers de la valeur vendue
en prélèvements sociaux et fiscaux. C'est le paradoxe. L'État taxe l'acte de générosité indirectement via la liquidation du patrimoine. Donc voilà. Donc, pourquoi ils ne placent pas tout en banque? Parce que ça rapporte rien en banque et on n'accroît pas une fortune en banque puisque on a l'inflation qui est plus forte que ce que rapporte la banque. Et vous ne pouvez pas placer 1 million d'euros sur un livret A parce que le livret A, c'est plafonné. Et puis après, vous dites un LEP. Un LEP, c'est fait pour les gens qui n'ont pas de sous. Donc, dès que vous avez des sous, vous n'avez pas le droit au LEP. Hein. Donc, le LEP, 6%, qui est passé à 4%, puis 1%, donc, et l'inflation qui est à 6%, donc on ne va pas non plus s'embêter. Vous allez pas, c'est pour vous, je ne vais pas vous embêter avec ça. Les plafonds de verre, c'est ce qu'on allait voir. Hein. L'illusion de la réduction d'impôts limitée, c'est ce qu'on va voir. On a le plafond de 20%, l'IR, voilà, c'est l'impôt sur les revenus. La France, en France, hein, la réduction d'impôt sur les revenus de 66% du montant du don, mais est plafonnée à 20% du revenu imposable. Donc, pour quelqu'un qui a un immense patrimoine, mais peu de revenus annuels, cas fréquent des entrepreneurs, un don de plusieurs millions d'euros devient fiscalement neutre au-delà d'un certain seuil. Bah, ça veut dire que voilà, donc il n'y a pas d'abattement, quoi. Donc les limites de l'incitation. Le report de 5 ans, l'exonération du don peut être reportée, mais cela demande une gestion pluriannuelle complexe pour optimiser l'avantage. Donc, vous voyez, si vous voulez faire un don, il faut attendre 5 ans, donc déjà, c'est complexe. Zéro avantage net. Au-delà d'un plafond, le don coûte 100% de la valeur nominale au don sans aucun levier de l'État. Donc, vous voyez, si on veut faire un don d'1 million d'euros, ça nous coûte 1 million d'euros. Si vous devenez riche, vous aussi, si on devient riche, hein, en devenant riche, vous voulez faire un don d'1 million d'euros, ça vous coûte 1 million d'euros. Donc, au résultat, vous vous appauvrissez plus que si vous gardez votre argent. Donc, l'État nous tient individuellement les uns les autres. Le plafond global, le don entre dans le calcul des niches fiscales, bien que bénéficiant d'une exception relative. 4. Le cas particulier de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, une niche étroite. Plafonnement strict pour 50 000 euros, plafond annuel de réduction. 75% de réduction, mais si la réduction de l'IFI est très attractive, 75%, elle est limitée à 50 000 euros par an. Donc, pour un donateur souhaitant donner 1 million d'euros, l'avantage de l'IFI devient négligeable en proposition du don total. Analyse des coûts réels. Donner 1 000 euros versus donner 1 million d'euros. Comparaison de l'effort fiscal. Montant du don, on va voir le montant du don, la réduction fiscale max sur l'impôt sur le revenu, le coût net théorique, la réalité pour un grand don. Pour 1 000 euros,
La réduction fiscale maximum, c'est 660 euros. Coût net théorique, ça vous a coûté seulement 340 euros. Finalement absorbé par les plafonds. Maintenant, vous voulez faire un don de 100 000 euros. La réduction fiscale est de 66 000 euros. Donc, le coût net théorique est de 34 000 euros. Donc, nécessite un revenu inférieur à 500 000 euros. Pour un don d'1 million d'euros, c'est variable. Donc, on n'est plus à 66%, la réduction fiscale, donc c'est un peu plus. Le coût net théorique, c'est 900 000 euros. Vous voyez, vous faites un don, vous voulez faire un don d'1 million d'euros, ça vous coûte 90%, à peu près 90% du don. Donc, en fait, c'est comme si vous n'avez rien donné, pratiquement. Vous vous appauvrissez plus, vous appauvrissez plus que, quasiment plus que ça fait chier, quoi. Ça fait chier. Ça fait chier. Vous voulez faire un don, vous pouvez pas le faire comme vous voulez. Plafonnement atteint, coût max, parce que si vous vous séparez d'1 million d'euros, on est d'accord que après vous l'avez plus qui tourne en actifs. Les actifs qui rapportent de l'argent à l'entreprise, du coup, si mettons 1 million d'euros vous rapporte 5%, vous vous séparez de 1 million d'euros. On va partir du fait que vous possédez 2 millions d'euros. Vous voulez faire un don d'1 million d'euros. Reprenez les 2 millions d'euros qui tournent à 5%. Ça veut dire que ici, vous avez un patrimoine de 2 millions d'euros qui vous coûte 2 millions d'euros fois 5%, vous touchez 100 000 euros par an. On est d'accord que c'est déjà un beau chiffre, vous touchez 100 000 euros par an. Vous vous séparez d'1 million d'euros pour faire un don. Il vous reste 1 million d'euros qui tourne toujours à 5%. Vous allez me dire, oui, il reste 50 000 euros. 50 000 euros de revenus. Mais quand vous avez la taxe qui vous tombe de 90%, qui tombe l'année d'après, sur les 1 million d'euros qui vous restent, vous vous reséparez de la taxe de 1 million d'euros. Ce qui fait que, au final, il vous reste sur votre fortune 100 000 euros. Donc vous avez fait un don d'1 million d'euros, l'État vous prend l'année d'après 1 million d'euros, donc il vous reste rien. Vous êtes plus appauvri que si vous avez continué d'investir. Donc c'est une des raisons pour lesquelles les dons des riches ne sont pas possibles. Je vous refais le calcul. Ici, je vous mets la calculatrice. Vous possédez 2 millions d'euros. Vous vous dites, j'ai placé cet argent à 5% sur des actions en bourse, voilà. Donc, vous touchez 100 000 euros par an. Vous êtes content, vous vivez bien, 100 000 euros par an, vous le divisez par 12 pour avoir les revenus complémentaires tous les ans, tous les mois, vous touchez 8 000 euros. Ah, vous êtes content, d'accord? Et ces 2 millions d'euros, vous vous séparez d'1 million d'euros pour faire un don. Vous faites moins 1 million d'euros. Il vous reste 1 million d'euros. Mais l'année d'après, le fisc, sur ce don de 1 million d'euros que vous avez fait, il vous en prend 900 000 sur vos 1 million qui vous restent. Donc vous faites moins 900 000 l'année d'après, parce que le fisc, il est gentil. Il dit, vous avez fait un don, mais nous, on veut notre part. Et du coup, le riche, il se retrouve pauvre. Il lui reste 100 000 euros. Vous avez rendu plus riche la personne à qui vous avez fait un don que vous-même. Donc, c'est pas possible de faire des dons quand vous êtes riche. Et qui plus est, regardez,
plus vous augmentez votre richesse. Vous voulez faire un don de 10 millions d'euros. Qu'est-ce qui vous reste? Il vous reste 500 000 euros. 500 000 euros, vous êtes plus appauvri. Sauf qu'il vous reste 500 000 euros. Mettons, vous dites, j'ai 50 000 euros, 50 millions d'euros. Je vais me séparer, je vais faire un don généreux de 10 millions d'euros. Il vous reste 40 000. L'État, l'année d'après, il vous dit, on vous en prend 9 500 000. Il vous reste 30 000. Alors qu'au départ, vous étiez à 40 000. Donc vous dites, ouh, bah la claque fiscale, elle est dure. Elle est dure. Donc c'est supérieur. Hein. Vous voyez que la claque, elle est fiscalement... et c'est pour ça que les riches, ils font pas des gros dons, parce que sinon, ça leur coûte cher. Donc on va voir maintenant l'efficacité fiscale décroissante, hein, c'est ce qu'on a vu, que ici, eh ben, l'avantage fiscal, au début, les petits dons, ça va, il y a un petit avantage fiscal, mais les petits dons, voilà, l'avantage fiscal, le petit don est fait max. Donc quand vous faites des petits dons, c'est bon, mais les dons massifs, vous y perdez. La courbe d'efficacité, plus le montant est élevé par rapport aux revenus, plus le coût réel du don se rapproche de 100%. La solution et les structures, comme les grandes fortunes comment les grandes fortunes tentent de naviguer, les fondations, les dons directs. La complexité pousse les donateurs vers des structures dédiées. Des fondations abritées permet de lisser les dons sur du long terme. Les mécanates d'entreprise, réduction de 60% sur l'IS, plafond à 20 000 euros ou 0,5% du chiffre d'affaires. L'arbitrage, choisir entre donner un titre personnel via une société est un casse-tête juridique. Quand vous avez un casse-tête juridique pour faire un don qui est épais comme une bibliothèque, alors que ça devrait être simple, mais que l'État, ils font tout pour complexifier. Je crois même que eux-mêmes, ils y comprennent rien, mais dès qu'ils ont un doute et qu'ils ne comprennent même pas, ils vous taxent, ils vous mettent une amende, des choses comme ça. Bon, finalement, on ne se risque pas à perdre des fortunes. La vigilance administrative, l'abus de droit. Alors, le fisc surveille les montages visant uniquement à éluder l'impôt sous couvert de philanthrope. Imaginez que vous voulez dire on va tricher, machin, l'État il surveille. Donc, et avec l'IA qui approche, toute l'automatisation, maintenant vous n'allez plus avoir de personnes à l'administration, c'est l'IA qui va tout calculer et très rapidement, en quelques instants, elle va contrôler tous les comptes, les virements, tout ça. Si on arrive à l'euro numérique, c'est pour faciliter justement les transactions rapides, pour que l'IA contrôle tout rapidement et qu'il n'y ait plus personne dans les administrations qui font les casse-têtes, mais que l'IA en un éclair calcule des milliers des millions et des millions, la population entière du monde fiscalement, et que voilà, s'il y a des faux de paiement, des travails au black, des donations dissimulées, hop, on amende, hop, on reçoit des amendes, et hop, on reçoit des amendes, et puis l'État va nous ruiner. Parce qu'il ne faut pas tricher. Donner à une association, ça c'est la transfrontalier, donner à une association étrangère pour un parcours du combattant fiscal.
des règles de l'Union européenne versus le reste du monde. Réserve héréditaire. En France, on ne peut pas déshériter ses enfants pour donner. Et non, il nous tient. Le don est plafonné au droit civil. Donc, le don massif n'est pas simple signature de chèque. C'est une opération d'ingénierie financière où le donateur finit souvent par payer 2 fois plus, une fois à l'État, une fois pour la cause. Si vous avez des questions-réponses, comprendre que la générosité ne dispense pas de la rigueur fiscale. Contacter un expert fiscal, contacte un expert fiscal philanthropie en contactant un conseiller fiscal.fr. Donc là, ne vous fiez pas à ce contact-là, c'est exhaustif, mais c'est pour vous dire qu'il faut contacter l'expert fiscal pour pour faire des dons et ni plus ni moins éviter toute j'allais dire toute demande supplémentaire pour arriver à définir, je voulais dire, ce complexe énorme qu'est la fiscalité française et qui empêche tout don de se faire dans une facilité déconcertante qui pourrait se faire, bien entendu, plus facilement si on avait une facilité fiscale accrue. Et je veux dire que par là, on ne peut pas arriver à faire des dons si vous devenez riche, si vous avez une grande fortune, et vous comprenez aussi pourquoi les grandes fortunes ne donnent pas. C'est tout simplement parce que l'État les tient et vous tient par la même occasion, puisque aussi si par exemple quelqu'un vous faisait un don, vous seriez aussi fiscalement aussi imposé puisque vous vous mettrez à payer des impôts et cet argent qu'on va vous donner, vous le donneriez à vos enfants. L'État vous rattraperait toujours et finalement on se met tous les uns sur les autres dans la merde si on fait des dons. Donc ma recommandation, très simple, apprenez à investir par vous-même avec des formations. Formez-vous avec des formateurs qui vous montrent comment on investit, qui vous montrent déjà c'est l'étape la plus facile. Apprenez à investir avant d'investir. Prenez un formateur qui vous montre comment on investit, comment on gagne de l'argent avec une compétence. Puisque apprendre à investir, c'est une compétence. J'ai appris à investir, j'ai commencé à apprendre à investir en 2009. Vous pouvez apprendre avec des formateurs, vous en avez plein. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'apprendre à investir en bourse. Ça vous donnera beaucoup plus de facilité du coup, à commencer à investir, puisque une fois que vous avez pris un formateur qui vous a montré comment faire, le premier investissement dès 50 euros, 100 euros, si vous avez 200 euros, 300 euros, pour commencer à investir, commencez tout de suite, c'est maintenant qu'il faut commencer, puisque ça vous rapportera, commencer à vous rapporter des dividendes sur votre premier investissement, et sachant que vous n'avez pas besoin de faire crédit, pas comme l'immobilier. Vous pouvez apprendre cette compétence facilement avec des e-learning. Vous prenez un formateur, vous en avez plein, mais prenez des formateurs qui ont des grosses chaînes YouTube ça peut vous aider. Si vous voyez que c'est trop cher, repliez-vous sur des chaînes qui sont aux alentours de 5000 abonnés.
vous allez avoir et prenez des gens qui ont vraiment renseignez-vous auprès des gens dans les commentaires, parlez avec les gens, parlez avec différentes personnes, allez voir les commentaires négatifs aussi pour voir et poser des questions si dans les commentaires négatifs s'ils ont déjà pris la formation. Ça c'est ma recommandation, ça vous permettra d'élucider le mystère parce qu'on voit des beaux commentaires, mais les commentaires négatifs, posez la question, cette question-là, à savoir avez-vous déjà pris la formation puisque vous mettez un commentaire négatif et je voudrais avoir votre retour et creuser en posant des questions. Est-ce que c'est parce que c'est trop cher ou est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de valeur ou est-ce que c'est parce que du coup la personne va vous donner des réponses et ainsi vous allez pouvoir mieux comprendre ce que vous achetez et dans quoi vous investissez. Ensuite, si vous avez élucidé tout, vous avez tout éclairé. Une fois que vous êtes tout éclairé, prenez la formation et commencez à vous former pour comprendre ce dans quoi vous achetez. C'est un peu euh, au lieu d'un, enfin, pas, et comprendre à qui vous avez affaire. Imaginez que vous rencontrez quelqu'un, vous aimeriez d'abord savoir comment il fonctionne, quel est son train de vie, qu'est-ce qu'il fait en réalité. Vous aimeriez savoir déjà en aperçu qu'est-ce qu'il fait déjà devant vous tous les jours, qu'est-ce qu'il prend comme stupéfiant. Est-ce qu'il prend des stupéfiants? Qu'est-ce qu'il se prend qu'est-ce qu'il a comme vie, voilà, est-ce qu'il est marié, est-ce qu'il n'est pas marié? Tout ça, c'est des indicateurs qui vont vous donner à qui vous avez affaire. Donc prenez des informations, de savoir qu'est-ce que la bourse, et comment ça fonctionne, qui est le gérant, quelle est l'imposition, qui dirige ces fonds. Apprenez à en savoir plus pour comprendre qui est la bourse et qui va vous donner cet argent, d'où ça vient. Est-ce que c'est le risque, est-ce que c'est risqué? C'est pas une bonne question, mais plutôt quel est le risque? Comment gérer le risque? Comment on arrive à gagner de l'argent en bourse? Ces questions-là, à savoir comment on arrive à faire de l'argent en bourse, qui fait l'argent en bourse, comment le risque est géré, comment on peut gérer mieux le risque, pourquoi le risque n'est pas si risqué que ça en bourse. Des questions de ce type-là, vous aurez des réponses positives. Des questions, je veux dire, des mauvaises questions telles que euh, euh, est-ce que c'est risqué? Alors ça c'est une mauvaise question parce que oui, enfin vous vous attendez vous-même à ce qu'on vous dise oui ou non quoi. Et qui plus est avec une question pareille, on peut pas répondre, on peut pas développer. Mais avec une bonne question telle que euh, 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 quel est le niveau de risque? Quel est le niveau de risque? Alors le niveau de risque, tout simplement, en bourse, je vais vous répondre, le niveau de risque, tout dépend de comment vous avez appris à investir. Si vous avez appris à investir par vous-même, vous n'allez pas savoir vraiment investir. Si quelqu'un qui sait investir vous a montré comment investir, vous allez beaucoup plus être performant dans vos achats et vous allez avoir beaucoup plus performant dans votre portefeuille. Donc, vous voyez, questions différentes, réponses différentes. Donc, bonne question, bonne réponse. Mauvaise question, mauvaise réponse. Donc, apprenez à poser des questions ouvertes sur comment découvrir les, les, les choses dans lesquelles vous aimeriez en savoir plus. Pour cela, je vous dis, les questions ouvertes commencent toujours par comment, soit par pourquoi, soit par quand, soit par où, soit par avec quoi. Et ces cinq ouvertures de questions vous apportent des réponses